Merci beaucoup d'être si nombreux ce matin pour cette table ronde sur le thème première usine qu'on a intitulé Concevoir et construire une première usine pour industrialiser son innovation. Est-ce réaliste pour une start-up? Donc ça, c'est le thème qui nous réunit ce matin et on a un petit descriptif de la table ronde que je vais vous lire avant de présenter nos 4 intervenants. Le descriptif, le voici. Tout fondateur de start-up à vocation industrielle est assez tôt confronté à la question du faire ou faire faire. Cette table ronde vise à explorer les grandes étapes à passer avant la mise en route de sa première usine, les différentes façons de se faire accompagner et les écueils à éviter. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes au profil assez varié et complémentaire. Clément Barthes, qui est le directeur industriel de Flying Wells. Je te laisserai nous présenter Flying Wells, qui est quand même malgré tout assez bien connu. François-Xavier de Thieulois, qui a beaucoup de casquettes, mais entre autres qui est directeur de l'expertise chez BPI France. Florence Romain, qui est la présidente, cofondatrice de Limatech, une start-up dans les batteries. Et enfin Sylvain Turieux, qui est directeur commercial du groupe IDEC, un acteur de l'immobilier industriel que tu nous présentas. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. On a une 40aine de minutes ensemble. Sans transition, je commence par Clément. Donc Flying Wells, vous êtes aujourd'hui dans un projet de construction d'une prochaine usine qui a vocation à produire des ballons dirigeables en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes que vous avez passées jusqu'à maintenant et celles qui sont encore devant vous avant la mise en route de votre outil industriel? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc Flying Ways, entreprise qui développe une solution dirigeable pour le transport de charges lourdes. En fait, ce sont des dirigeables de très grande dimension. Et le premier enjeu, c'était de se demander en fait, au démarrage sur quoi on focalisait nos efforts. Donc on a un programme aéronautique à financer. Et on a décidé de focaliser l'intégralité de notre levée de fonds sur ce sujet-là. Et, à contrario, sur l'usine, de trouver un partenaire pour mettre en place l'infrastructure et qu'on en soit locataire. Donc, le premier enjeu, c'était de trouver ce partenaire. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis de trouver un site, qui nous a permis de construire le dossier environnemental qui a été déposé et d'urbanisme qui ont été déposés l'an dernier. Ces dossiers ils sont en cours de mise à jour. En parallèle, on a pu avancer sur la conception de l'usine elle-même. Donc on est aujourd'hui à un projet détaillé, donc une conception qui est quand même assez avancée par rapport à notre process industriel. Et on a pu également mettre en place les premières briques du montage immobilier afin d'aller chercher les investisseurs. Donc les prochaines étapes, c'est la mise à jour de ce dossier environnemental, le dépôt du permis de construire, la fin des études cette année pour démarrer la construction en fin d'année. Alors, c'était pas prévu dans les questions, mais vous êtes passé par un jumeau numérique ou pas? Oui, on y passe progressivement. En fait, dès la conception, on a réfléchi à la continuité numérique. Dans l'aéronautique, on a un enjeu de traçabilité qui est extrêmement fort et de gestion de la configuration. Donc on est parti de la 3D expérience dès le début, qui est un outil assez solide, un peu lourd, mais assez solide, pour nous permettre de construire toute la suite. Et on se lance dans notamment SAP Forana pour créer le lien entre la conception, l'industrialisation et l'ERP. Et on va rajouter les briques progressivement sur le MES, sur le WMS, mais autour de ces deux gros piliers de l'IT. Et si on veut se figurer les choses, parce que malheureusement on n'a pas de photo, mais c'est un petit raté, désolé. Concrètement, en fait, ça va avoir quelle taille d'usine, ça représente quoi en fait, si on voulait avoir une illustration en tête de ce que vous serez demain en termes d'outils industriels? Oui, donc c'est vrai que c'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est un des enjeux de notre projet. Le dirigeable fait à peu près 200 mètres de long sur 50 de diamètre. Donc l'usine elle-même, les hangars dans lesquels on va les assembler vont faire 250 mètres de long sur 70 mètres de haut. Et donc, en quelques chiffres, on va dire 10 hectares de construction de bâtiments, un site de 70 hectares, 80% quasiment végétalisé en fait. Mais voilà, on a une emprise quand même assez importante. On va faire sortir ces grandes machines de ces hangars.
On va devoir faire des assemblages, donc vous imaginez sur 30-40 mètres de haut. Donc on va essayer de faire la plupart du temps en partant du sol pour protéger nos opérateurs. Mais voilà, ce sont vraiment des machines de très très grande dimension qu'on va faire sortir de nos hangars. Ça marche. Vous entrez dans les cathédrales, c'est ça, quand maintenant on parle de cathédrale industrielle, c'est un peu ça en fait. Hein, Moi je parle à mes équipes en disant qu'ils sont des bâtisseurs, parce qu'on bâtit cette usine qui va être de dimension exceptionnelle, on va bâtir ces dirigeables qui sont en effet une sorte de grande cathédrale, et puis on bâtit l'avenir, donc c'est le terme que j'aime bien employer. Ouais. Alors, une dernière question avant de passer la parole à François-Xavier. On parle beaucoup du problème du financement. Et justement, le financement de l'outil industriel et le parcours d'autorisation sont réputés comme deux grands freins pour les startups industrielles. Est-ce que ça a été le cas pour vous, déjà sur le financement et sur le parcours d'autorisation? Est-ce que vous vous sentez soutenu par la région ou l'État? Oui, donc c'est clairement les deux grands enjeux, hein, puisque ça représente finalement l'argent et le temps. Et donc sur le financement, on est, je pense, confronté à la situation de la plupart des startups, à savoir convaincre les investisseurs de nous rejoindre avant même d'avoir des commandes vraiment établies. Et de ce point de vue-là, dans notre cas, en plus, on a besoin de la première usine pour faire le premier prototype à échelle réelle. Donc c'est une contrainte supplémentaire. C'est pour ça qu'on a bâti ce partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. On s'est bien rendu compte qu'on avait besoin d'obtenir des garanties. Et ça, la région peut les amener avec l'État, plutôt pour privilégier quand même un investissement privé. Donc ça a été le choix qui a été fait. Et la logique de tout ça, c'est de se dire qu'on est quand même sur un programme aéronautique, donc c'est du long terme. C'est normal que les pouvoirs publics donnent l'impulsion tout de même, mais ils ne sont pas là pour mettre non plus tout l'argent sur la table. Donc on a essayé de trouver ce modèle-là au travers d'un bail à construction qui est un montage assez original sur des usines, mais qui va porter ses fruits, puisque aujourd'hui, cette année, on vise vraiment la levée de fonds de l'usine elle-même. Donc ça, c'est vraiment le premier grand enjeu sur le financement. Et en effet, sur les autorisations, on est très soutenu par la région qui est notre partenaire, par la communauté de communes aussi. On est quand même sur son territoire et elle nous aide à obtenir l'ensemble des autorisations d'environnement et d'urbanisme. Maintenant, c'est extrêmement long, donc il ne faut pas se mentir, on est quand même à peu près sur 3 ans de délai entre les inventaires, la constitution du dossier, la concertation préalable, le traitement administratif, et même s'il y a une forte mobilisation des services, nous on constate quand même qu'on n'a pas du tout la même notion des délais entre des collectivités, les services de l'État et nous. Donc c'est ce qui est difficile à gérer dans la durée. Je pense qu'il y a des projets de réforme qui sont en cours, mais il faudra qu'on aille beaucoup plus loin avec l'État que de simplement paralléliser l'enquête publique avec l'examen. Il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est un cumul de procédures environnementales, d'urbanisme, peut-être d'archéologie quand ça tombe dessus, qui sont très difficiles à articuler en effet dans le temps. Et juste pour revenir sur le temps long, tu parles de temps long. Vous avez été créé en quelle année et vous estimez le time to market, enfin le moment où vous aurez produit et vos premiers dirigeables seront vendus, il est estimé à combien de temps? En fait, on a été créé en 2012, mais on va dire que le vrai départ, ça a été 2017 avec la première levée de fonds. Jusque-là, c'était vraiment à l'état de faisabilité. Donc on va dire que le programme aéronautique a officiellement démarré en 2017 et on vise une entrée en service 2027-2028, donc quasiment 10 ans après. Ce qui n'est pas choquant en fait à l'échelle du programme aéronautique, mais évidemment ce qui est très très long à l'échelle du temps des startups. Ouais. Donc d'où la nécessité quand même d'avoir les pouvoirs publics derrière nous au lancement. Je parlais de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'État français, mais aussi l'État québécois derrière nous. On est en train de monter un partenariat avec l'Australie. Tout ça, c'est absolument nécessaire et structurant dans ce type de projet. Bah, c'est cohérent avec l'estimation qu'on avait faite il y a 2-3 ans sur le time to market des startups industrielles qui était justement entre 10 et 12 ans. Donc vous êtes en plein dedans. François-Xavier de Thieulois pour BPI France. Alors, tes fonctions au sein de cette grande maison jaune te conduisent à avoir passé un grand nombre de projets industriels. Peux-tu, déjà pour commencer, nous indiquer de quelle façon BPI France peut intervenir pour financer ou accompagner ces projets? Alors, bien sûr, on est connu plutôt pour une partie très financement. Hein. On fait du prêt, on fait de la subvention. Et sur la partie start-up industrielle, donc c'est un plan qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 milliards et des brindilles de mémoire.
Donc depuis 2 milliards 3. c'est ce que je me disais, mais les brindilles, en effet, bon, on n'est plus à 300 millions près. Même si typiquement 350 millions, c'est la partie d'ailleurs qui est la plus compliquée, qui est entraîner les fonds privés avec nous. On n'est pas là pour faire, comme le dit notre patron, on n'est pas là pour nationaliser l'économie française, donc on a absolument besoin, et on veut, et on souhaite qu'il y ait du privé avec nous. Et donc on a notre activité fonds de fonds qui va investir dans les fonds d'investissement pour créer des fonds d'investissement de ce qu'on appelle venture industriel, donc capital risque industriel. Il y a des fonds directs de capital risque industriel, bien sûr, qui ont été pour l'essentiel prolongés et recapitalisés encore plus. Tout un tas de subventions, appel à projet de première origine, je pense que vous êtes lauréat aussi, donc voilà, on a un lauréat de chaque côté, où là c'est vraiment la subvention. Et à côté de toute cette activité financière pure, et il y a des prêts aussi, un prêt sur 15 ans, et pour rebondir sur le temps long, où il y a 3 ans de différé d'amortissement. Bah oui, on construit l'usine, il faut le temps qu'elle soit construite, qu'elle commence à sortir des choses avant qu'on puisse encaisser du chiffre d'affaires et qu'on puisse rembourser son prêt. À côté de toute cette activité-là, on a démarré aussi une grosse activité vraiment d'accompagnement. On fait du conseil, on fait de la formation pour des startups industrielles. Typiquement, tu as commencé par faire ou faire faire. C'est une vraie question. Bah, mes 2 voisins font des activités très originales, donc on ne peut pas se dire je vais aller chez quelqu'un qui fait des dirigeables. Je suis le premier au monde à le faire, donc je risque pas de trouver quelqu'un. En revanche, je pense à des activités dans la medtech, par exemple, quand on fait du robot, quand on fait du dispositif médical, il y a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent comme étant sous-traitants pour ça. Je veux dire, est-ce que c'est très intéressant de créer ma propre usine avec toutes les difficultés, délais qu'on a évoqués, mais plus encore, à mon avis, recrutement et formation et montée en compétences des opérateurs, techniquement, mais culturellement, c'est quoi le lean plutôt que d'aller chez des gens dont c'est le métier d'être industriel. C'est une question compliquée. Et puis en plus, qui est vraiment un curseur, hein, quand les startups viennent me voir, en général, ils disent ouais, moi je veux tout faire. Je dis ok, vous voulez tout faire, pas de problème. Vous me montrez où vous mettez votre haut fourneau pour faire votre acier, pour faire vos machines. Là, ils disent ouais, je vais peut-être acheter des trucs quand même. Ouais, vous allez acheter des trucs. Donc la question, c'est où est-ce que je mets mon curseur. Ça, c'est dans les grosses questions. Ensuite, comment je fais évoluer ma culture d'entreprise. Vous avez démarré 2012-2017, c'est plutôt, je suis très à concevoir des plans, donc on est encore très R&D, très bidouille dans le bon sens de la chose. Et puis, dans quelques années, vous allez fabriquer. Et là, on est en aéro. Et là, c'est plus le moment de chercher des solutions innovantes. Là, on déroule le process et on montre qu'on a suivi le process tel qu'il est écrit. C'est un énorme changement culturel. Comment on accompagne les équipes là-dedans. Et donc là, on va faire du mission conseil et de la formation. Une partie de la formation, c'est d'ailleurs faire parler les startups entre elles. Dire bah tiens, tu coinces à tel endroit, bah tiens, moi j'ai testé tel truc. Et en fait, ils ont fabriqué des trucs qui n'ont rien à voir. Les questions, ce genre de questions sont exactement les mêmes. Comment tu trouves un partenaire immobilier? Comment tu trouves une boîte d'ingénierie? Comment tu trouves des producteurs pour fabriquer tel ou tel composant, tel ou tel module? Et ça, c'est vraiment un gros travail. Notre boulot, c'est pas de faire, on n'aura pas de centre d'usinage chez BPI France. Ça me ferait rire, mais non, c'est pas leur... Mais voilà, comment on les accompagne là-dessus? C'est aussi pour ça qu'on a créé Start Industrie. Hein. C'était justement pour casser l'isolement de certains néo-entrepreneurs industriels qui ne savaient pas forcément à qui s'adresser en tant que prestataire, mais qui avaient aussi pas forcément d'occasion de rencontrer leurs homologues de la chimie, de l'agroalimentaire, du spatial, de l'aéro, etc. pour échanger des bonnes pratiques, des idées, parce qu'ils sont tous pareils. En fait, ils partent d'une feuille blanche et puis ils se lancent dans un projet industriel, ce qui peut être quand même une montagne à gravir. Si on prend un peu de hauteur sur cet écosystème, justement, on parle des startups industrielles comme moteur de la réindustrialisation. Alors, selon toi, est-ce que c'est réel? Et est-ce que tu as, si oui, mais moi j'ai ma petite idée, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Ouais, alors on a sorti l'Observatoire des startups industrielles qu'on est sorti l'année dernière, il est sorti la semaine dernière, donc je suis passé devant Thomas qui l'a réalisé pour prendre quelques notes. Donc on a identifié 2500 startups industrielles à vocation industrielle. Donc pour rebondir sur ce que je disais du faire ou faire faire, il y a un produit à fabriquer. Est-ce qu'ils vont le fabriquer eux-mêmes ou le faire fabriquer? C'est une question. Mais en tout cas, il y en a 2500. Un chiffre hyper intéressant. Alors certes, la French Tech a du mal. Donc la partie très digitale a du mal à lever l'année dernière. N'empêche que les startups industrielles ont levé 4 milliards l'année dernière, soit la moitié des levées totales en France. Donc c'est quand même dire à quel point ça pèse. Elles ont inauguré 60 sites, entre des extensions du site pilote et de l'usine à l'échelle.
versus 58 PME. Notre conviction, c'est que c'est pas l'un ou l'autre avec un ou exclusif, c'est l'un et l'autre, et en renforcement mutuel le tissu va s'enrichir. Je pense, par exemple, unique, j'ai en tête un de nos clients qui s'appelle Vota qui a repris, donc le patron a repris la boîte il y a 2-3 ans, il a déjà bien fait grossir, je pense qu'il a fait 50% de croissance, qui fait des pièces métalliques par pliage, assemblage, pour activité hyper traditionnelle. Il a signé un gros contrat avec Exotech, qui est quand même la première licorne française. Donc, dans ses clients, il a d'un côté de la start-up industrielle et de l'autre côté du traditionnel. Et donc, c'est vraiment les deux ensemble qui vont se nourrir et permettre de créer aussi toute la longue chaîne d'approvisionnement depuis les grands donneurs d'ordre, hein, on a les grands de l'aéronautique, jusqu'à la petite entreprise familiale. Et donc la réponse est oui, il y a une vraie dynamique des startups industrielles en France. Il y a un autre chiffre, si tu me permets de l'ajouter, qui est celui de 90. C'est le nombre de projets d'usines pour 2024. Donc on était à 35 en 2022, on est passé à 60 en 2023 et on sera à 90 nouvelles implantations d'outils industriels portés par les startups en 2024. Donc c'est vraiment incroyable. Et pour reprendre encore un peu plus de hauteur, est-ce que tu vois une dynamique similaire dans d'autres pays industrialisés? Pas tant que ça. Alors, j'avoue, je suis très BPI France, comme le nom l'indique, on est très centré sur la France. On essaye de regarder quand même un petit peu ce qui se fait. J'ai échangé avec notre collègue, on a un collègue dans la Silicon Valley, donc j'ai échangé avec lui il y a 1 an à peu près, qui me disait d'abord il n'y a pas de plan structuré. Alors évidemment, il y a une culture VC qui a 30 ans de plus que la nôtre. Il y a des réussites. Tesla, c'est quand même impressionnant du point de vue industriel. Il y a 10 ans, ils fabriquaient 0 voiture. Aujourd'hui, ils en fabriquent 1,5 million. Je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont. Ce qui n'est plus si loin que ça des volumes de BM. BM, c'est 3 millions. Donc maintenant, c'est un vrai industriel. Maintenant, voilà, c'est moins structuré que chez nous. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans l'Europe au sens large, Angleterre, enfin Royaume-Uni compris, c'est nous qui avons la plus forte croissance, clairement. Maintenant, la concurrence est dure, elle est mondiale. La Chine, évidemment, a des avantages très forts, hein, parce que ils ont depuis 30 ans eu une croissance industrielle complètement dingue, et donc ça leur permet de faire des choses. Maintenant, on a une partie deep tech qui est vraiment de niveau mondial. La guerre est vraiment entre la Chine et les US. On peut vraiment utiliser le mot guerre. Nous, ce sera plutôt la concurrence. Elle est dure. Maintenant, on est bien placé. À nous et quand je dis à nous, c'est vraiment à nous tous. Enfin, c'est intéressant de voir qu'on a d'un côté des entreprises privées, on a une association d'entreprises privées, on a plus des représentants de l'État mais qui ne sont pas l'État, et on a les services de l'État vraiment qui jouent leur rôle de l'État, qui travaillent ensemble à ça. Ouais, on est alignés, ouais. Ça, c'est vrai. Enfin, on va tous dans la même direction, avec cette idée de se dire, on a tous besoin de gagner en souveraineté. Le Covid, entre guillemets, nous a bien aidé de ce point de vue-là. Hein. Au moins, de se dire, on peut plus se permettre de tout acheter en Chine. Et il y a un autre chiffre aussi qui m'a interpellé dans ceux qui ont été communiqués la semaine dernière par BPI France. C'est que 96% des startups industrielles françaises produisent en France. Donc il y a un tout petit peu de production à l'étranger, qui peut être européenne d'ailleurs. Donc c'est pas non plus la Chine ou la Corée ou les États-Unis. Mais ça montre l'intérêt, la volonté de ces dirigeants de réindustrialiser le pays, et je trouve ça top. Ouais. Et je complète, il y a vraiment une volonté. C'est d'un côté une vision assez patriotique, c'est important pour la pérennité du système social français. Et il y a aussi un intérêt même pratique. Je pense à une start-up medtech qui me disait bah ouais, quand j'ai un problème, je saute dans ma voiture, je vais chez notre fabricant qui est à 50 km. Bah, c'est quand même un peu plus simple que de faire ça que de se dire je saute dans mon avion et je vais à Shenzhen dans 3 jours. Florence, tu fais partie de ces entrepreneurs, donc tu as fondé Limatech. Tu vas nous en parler dans 2 secondes, mais tu es notamment lauréat de l'AAP Première Usine, opérée par BPI France, et tu as implanté ton outil industriel à côté de Grenoble pour produire une nouvelle génération de batteries. Dans quelle mesure ce soutien de France 2030 a été déterminant pour engager votre industrialisation? Dans la mesure que sans eux, déjà, on n'aurait pas réussi. Non, BPI fait un travail extraordinaire à ce sujet, parce que ce n'est pas juste un financement, c'est également un accompagnement
Avant ça, on est rentré chez les accélérés. On a pu faire un bilan en 360. On a pu parler avec d'autres entreprises qui étaient à des stades différents également, des startups, PME, ETI. On a pu visiter leurs entreprises et leur industrie avant de monter la nôtre. Et on a été mis en relation avec des personnes qui sont là pour aider les startups à monter une usine. Alors... faut que tu parles bien, bien devant comme ça. Qu'on m'entend Pas bien comme ça, comme ça. Ah, comme ça? Ouais, plus haut, Ok. plus haut. Ok. Donc voilà, ça a été vraiment déterminant. On parle de 30% sur un projet de 10 millions d'euros quand même. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir réussi la première étape clé, d'ailleurs, de cette usine, où on fera l'inauguration de la première usine en juin. Et donc, c'est quoi? C'est 1200 mètres carrés, c'est 500 batteries par an sur une ligne de production certifiée aéronautique. Et je pensais que tu allais anticiper sur la suite, mais c'est pas grave. Si tu reviens sur ton parcours industrialisation et surtout nous parler de tes batteries, en fait, elles font quoi ces batteries concrètement? Elles servent à quoi? Alors aujourd'hui, on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. Elles sont pour le remplacement des batteries aux vieilles technologies plomb ou nickel-cadmium qui sont 3 fois plus lourdes et polluantes et toxiques. Et on remplace ça par des batteries au lithium 3 fois plus légères avec une durée de vie 2 fois et demi supérieure, donc de 10 ans, 2 fois moins de maintenance. Et on augmente la densité de puissance de 150% par rapport aux autres batteries lithium. Et ça, pas que dans l'aéronautique. C'est un brevet qu'on a étendu partout parce qu'on pourrait vraiment le déployer aussi sur les autres secteurs. Et on y pense avec des formats licences d'ailleurs. Pour répondre à l'autre question, donc ça c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est le parcours industriel. Il faut savoir que nous, on a 7 ans d'existence aujourd'hui. On est créé en octobre 2016. Et on a commencé à mettre en place notre première démonstration de ligne qui ressemblait pas à grand-chose au début, mais enfin notre balbutiement de ligne de production dans une pépinière en 2019. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'on est dessus. On n'a pas attendu de finir le développement du produit pour commencer l'industrialisation. On l'a fait en parallèle et on a pris en compte tout de suite comment intégrer l'industrialisation dans le produit. Comment faire des pièces le plus standard possible. Comment penser à des solutions de fabrication les moins chères. Et puis bon, le Covid, c'est vrai que ça a aussi joué, puisque tout d'un coup, on s'est rendu compte que, eh bien, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait autour de chez nous. On ne pouvait plus aller fabriquer nos cartes en Chine, etc. Et ça a posé des problèmes aussi de double sourcing, et dont certains composants, comme les accumulateurs, aujourd'hui, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on ne peut pas on n'a qu'un seul sous-traitant dans le monde pour ce dont on a besoin, c'est-à-dire la sécurité pour l'aéronautique. Alors, heureusement, il y a des nouvelles usines qui sont en train de se monter et on attend avec impatience de pouvoir avoir du double sourcing en France. Alors, le parcours est quand même un sacré parcours du combattant parce qu'il faut trouver un terrain, il faut vérifier le PLU, c'est mieux, sinon on se retrouve avec un huissier le samedi qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire d'industrie dans nos locaux. Bon, c'est véridique. Hein. Et du coup, il a fallu qu'on passe à la CMA pour se mettre catégorie artisan avant d'aller négocier avec le maire pour repasser industrie. Voilà. Et il faut vérifier qu'il n'y a pas une crèche aussi qui veut se mettre à côté d'une usine au lithium. Bon, finalement, ils n'ont pas eu le droit de se mettre là. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de choses à faire avec, du coup, toutes les institutions qui sont dans la région, avec le maire, avec la CCI, avec toutes les aides qu'on peut trouver, pour finir par finalement un joli site industriel à la fin avec toutes les aides de toutes ces personnes. Alors justement, sur ces aides périphériques, tu as parlé des collectivités, mais il y a aussi des acteurs privés qui interviennent. Et j'en ai un à mes côtés, donc Sylvain Durieux, qui est directeur commercial du groupe IDEC, un spécialiste de l'immobilier d'entreprise, qui intervient dans la réalisation de projets industriels portés par des startups. Est-ce que tu peux nous parler concrètement de la nature de votre activité? Oui, tout à fait. Donc le groupe IDEC, on est un acteur immobilier global.
Le métier premier du groupe, en fait, c'est de concevoir et de construire des sites industriels, donc d'un point de vue bâtimentaire et aménagement technique qui peut y avoir dedans. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier du groupe. Et la réflexion qu'on a eue, c'est comment aller plus loin dans l'accompagnement de nos clients. Donc on a développé d'autres branches au sein du groupe, notamment une branche qui s'appelle Faubourg, qui travaille en fait sur la maîtrise de foncier. Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté justement pour trouver du foncier prêt pour le déploiement de sites industriels. Donc aujourd'hui, nous, le groupe, on a la maîtrise de plus de 900 hectares de foncier pour le développement de projets industriels. Une autre branche qu'on a développée toujours dans l'optique d'accompagner nos clients, c'est la partie Invest. Aujourd'hui, le groupe propose des solutions de financement d'usines. On accompagne nos clients, on investit sur le site de production et derrière, on est en mesure de proposer des solutions locatives pour nos clients. L'intérêt, c'est que lorsque des startups sont en phase de levée de fonds, l'investissement ne se fait pas forcément au niveau du site de l'outil industriel, mais il y a plus d'intérêt des fois à investir dans les outils de production, dans le RH. Et donc l'idée avec cette solution IDEC Invest, c'est de soulager les industriels sur la partie bâtimentaire pour leur permettre de cibler des investissements justement sur les outils de production et sur la partie RH. Et enfin, on a développé une quatrième branche qui est la partie IDEC Énergie, où on est en mesure de déployer des solutions énergétiques type panneaux photovoltaïques, type hydrogène, production d'hydrogène sur site. Et on est en mesure également de financer ces solutions-là. Ce qui n'est pas négligeable, notamment avec la loi énergie-climat qui est arrivée, qui oblige, et ce qui est très bien, de solariser une grosse partie de la toiture et éventuellement de mettre du PV sur la partie parking. Est-ce que tu as des exemples de projets industriels portés par des startups sur lesquels vous êtes intervenu? Est-ce que tu as un retour d'expérience du coup du fait de ces accompagnements? Je peux donner deux exemples, donc notamment un qui va parler, je pense, à tout le monde, qui est le projet Vercor. On a accompagné Vercor. Au début, ils étaient une petite dizaine quand on les a rencontrés la première fois. Donc on les a accompagnés dans la définition d'un schéma directeur, la recherche d'un site. Donc on a trouvé le site avec eux de Grenoble, donc le Vercor Innovation Center. Et là, donc typiquement, on a déployé l'ensemble des solutions qu'on propose, donc la recherche de site, la conception, la construction et la partie Invest sur le site de Grenoble. Donc ça a été vraiment un accompagnement global pour Vercor. Et là d'ailleurs, on est en train aussi de travailler sur la Gigafactory avec Vercor. Un autre exemple que je peux citer, c'est Aledia, qui sont dans la production de LED, qui est une usine du coup de microélectronique. On les a accompagnés lorsqu'ils sont sortis du CEA sur leur première ligne pilote du côté de Grenoble, où on a eu un accompagnement classique de conception-construction du site. Et on les a accompagnés sur leur site industriel qui se trouve à Champagné, à proximité de Grenoble, où là on a eu un montage financier hybride entre Aledia, la région et IDEC. On a construit le site, et Aledia a une solution locative développée sur ce site-là. Donc voilà quelques exemples qu'on a traités. Et est-ce que vous travaillez avec eux de la même façon que une entreprise aux racines plus anciennes, plus mature, ou vous avez remarqué des spécificités propres aux startups industrielles? Alors effectivement, la question en fait, c'est est-ce qu'il y a des différences entre une start-up qui passe en phase industrielle ou une industrie plus mature qui se développe? Alors oui, il y a une différence effectivement. L'industrie mature qui se développe a connaissance, on va dire, maîtrise son process, maîtrise son environnement. Une start-up qui passe en phase d'industrialisation, c'est pas leur métier. C'est pas le métier premier d'une start-up de construire, de concevoir des usines. Donc il y a une vraie différence sur d'une part les ressources qu'on va avoir en face de nous, parce qu'une start-up aujourd'hui n'a pas forcément 5, 6, 10 personnes à détacher sur un projet industriel. Donc là il y a un vrai travail d'accompagnement et on en revient en fait au métier premier qui est l'ingénierie et la conception d'un projet. Il faut vraiment accompagner le client sur ces aspects-là. Et il y a aussi un accompagnement plus poussé à avoir au niveau de la maîtrise du risque pour les clients. Aujourd'hui, quand on parle de sites industriels à construire, d'une part, effectivement, il y a la conception-construction classique, mais il y a aussi d'autres aspects comme la partie durée d'un permis de construire, dossier ICPE, dossier de loi sur l'eau, tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte et qui sont des éléments que lorsqu'on est une start-up et qu'on démarre un projet, on n'en a pas forcément conscience et ça peut avoir des impacts planning qu'il faut pouvoir maîtriser.
Alors, je m'adresse maintenant à nos deux dirigeants de start-up industrielles. On dit souvent que votre particularité, c'est de partir d'une feuille blanche et que c'est un avantage, c'est que vous pouvez être nativement ultra digitalisé, le plus sobre possible sur l'énergie, la consommation d'eau, les émissions, globalement votre impact environnemental. Est-ce que c'est le cas ? Comment vous avez intégré vous nativement les aspects digitaux du 4.0 et de la sobriété environnementale ? Oui, alors sur la partie environnementale, nous on est parti d'une approche assez pragmatique. On a regardé vraiment les enjeux de notre projet et on s'est vite rendu compte qu'il y avait deux enjeux principaux. Nos grands hangars et donc cette quantité d'acier qu'on allait devoir mettre en œuvre pour les construire. Et on a ciblé en fait un bureau d'études et des architectes qui nous ont permis de diviser par plus que 2 la quantité d'acier nécessaire pour l'assemblage de ces hangars. Et ça, c'était grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qu'ils ont pu arriver à ces résultats-là. Si on était parti sur des constructions plus conventionnelles, on aurait eu un impact bien supérieur. Le deuxième grand enjeu sur le site, c'est, comme je disais tout à l'heure, son emprise, mais on a en fait 70% d'espaces végétalisés. Donc la question, c'est comment on peut traiter ces espaces végétalisés pour que, malgré notre implantation, ils puissent se développer au maximum et faire cohabiter finalement la flore, la faune au maximum avec notre activité. Donc ça, c'est vraiment les deux grands enjeux qu'on a essayé d'identifier et de mettre en œuvre dans nos projets. Après, notre activité industrielle elle est moins consommatrice d'énergie que d'autres, donc on y travaille, mais ce n'est pas là qu'on a déployé le maximum des efforts. Sur la partie numérique, je parlais tout à l'heure des 2 briques principales avec la 3D Experience et l'ERP, desquelles on est parti. On va vraiment construire progressivement cette feuille de route étape par étape. Je pense que c'est important, on ne peut pas tout faire d'un coup. Quand on est une startup, on ne peut pas imaginer avoir digitalisé l'ensemble des processus dès le début. Donc le but, c'est d'essayer de faire des cas d'usage pour l'assemblage de le premier appareil, puis de les développer au fil du temps. Et il y a un autre enjeu qui est quand même la connectivité. Et sur ça, on essaie de mettre en place les briques, les dernières briques technologiques. Quand j'étais directeur de production, je me rappelle qu'on se confrontait à un parc machine vieillissant, à des infrastructures IT qui étaient difficiles de changer. Et là, avec la 5G, on a une opportunité formidable d'avoir une usine qui se connecte très facilement avec de la masse de données très importante. Et donc c'est sur ça, cette première brique, qu'on essaie d'être très vigilant. On se fait accompagner par Bouygues pour essayer de mettre en place la solution idéale, parce qu'une usine performante, c'est surtout une usine qui est capable d'évoluer dans le temps. Et il faut que la connectivité puisse évoluer. Merci beaucoup. Florence, de ton côté, alors vous êtes dans l'aéronautique et vous avez obtenu un sésame qui est assez important dans cet univers-là, qui est l'agrément de production aéronautique. Comment vous avez dû adapter votre outil industriel aux exigences des autorités compétentes, donc c'est l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Comment vous avez dû vous adapter pour répondre à leurs demandes, à leurs exigences ? Alors déjà, il s'est passé une petite chose, c'est qu'on ne devait pas le passer aussitôt. C'est-à-dire qu'on a passé cet agrément en mars 2023, alors que normalement, on avait au moins jusqu'à juin 2024 pour pouvoir le passer. Sauf que entre-temps, il y avait un changement de la norme. Et du coup, si on ne le passait pas en mars 2023, eh ben, on n'allait pas pouvoir le passer à temps pour commencer à arriver sur notre marché, pour commencer à vendre. Et ça allait nous mettre très en retard. Parce que du coup, les nouveautés de la norme allaient prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Les auditeurs étaient eux-mêmes à former, donc ça allait vraiment nous rallonger les temps. Donc, on a décidé de passer cet agrément beaucoup plus tôt que prévu. Et ce n'était pas forcément évident parce qu'on n'était pas très prêt à ce moment-là. On était encore en finalisation du produit, donc passer une norme aéronautique sur une industrie alors que le produit n'était pas encore tout à fait fini, normalement ça se fait pas comme ça, quoi. Heureusement, les auditeurs ont bien compris le sujet et ont pu nous aider dans cette démarche. Et donc pour réussir, après nous on n'est pas très loin des digital natives, on a dû tout digitaliser en interne. Donc on est très digitalisé, on a beaucoup d'applicatifs. Par exemple, on a un ERP également. On a également des logiciels de qualité
qu'on a transformé pour intégrer en fait toute la partie agrément aéronautique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, on est une trentaine, et on arrive à maintenir tous ces systèmes aéronautiques en place. C'est-à-dire qu'on est sur quand même une norme N9100 qui est une grosse ISO 9001, on est sur une part 21J, on est sur une part 21G, il y a un ETSO et des STC. Donc voilà, c'est le jargon. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais normalement, il faut être beaucoup pour maintenir des systèmes comme ça. Sauf si on réussit à tout digitaliser avec des bons systèmes informatiques qui nous évitent du coup des personnes intermédiaires juste pour faire du check ou de la vérification. Bien sûr, on a aussi automatisé les lignes de production. Aujourd'hui, par exemple, on remonte les informations au point de soudure sur les accumulateurs. Et ça, voilà, c'est digitalisé, ça va dans le RP directement, clac. On peut savoir le point de soudure, exactement toutes les propriétés et s'il a eu un problème ou pas. Et ensuite, pour l'aspect écologique, un des points très importants, ça a été à côté d'une gare, et pas très loin aussi d'un aéroport, mais à côté des transports en commun surtout. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir trop de places de parking ou de voitures, etc. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut penser. Et on est aussi des fabricants de batteries. Et ça, c'est pour le futur. Mais on a prévu de faire aussi des murs de batteries. Et quand on fait des tests où on charge, on décharge nos batteries, plutôt que de renvoyer l'électricité directement dans le réseau et de le gaspiller finalement, et ben de le stocker dans des murs de batterie et après récupérer l'énergie finalement, tout simplement. Voilà. François-Xavier, dans la tour d'observation qui est la tienne, est-ce que tu constates des caractéristiques propres aux startups industrielles? Et il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, dont on n'a pas parlé, mais c'est la question du beau. Est-ce que je ne t'avais pas préparé à cette question, mais si on veut faire accepter l'industrie sur le territoire français, et c'est une question qui va être croissante avec la réindustrialisation, on s'était habitué à ne plus vraiment avoir d'usine à côté de chez soi. Et la question du beau aussi, c'est important pour que les riverains acceptent l'usine au bout du chemin. Quelles sont les caractéristiques que tu constates? Je vais commencer par la deuxième question et tu m'appelleras la première après. Le sujet du beau, pour moi, c'est même plus général que ça. C'est tout le sujet de l'imaginaire de l'industrie. Donc merci d'avoir évoqué le sujet. C'est un sujet qui commence à me tenir à cœur. Alors, je prétends pas du tout être le premier à l'avoir fait. Anaïs Voigis, Olivier Landi ont commencé ça bien avant moi. Mais c'est un sujet qui me paraît hyper critique. On n'attirera pas de talent parce que tu parles de acceptabilité. On a vu que c'était un sujet, la communauté de communes doit être d'accord et tout ça. Mais presque encore plus prégnant que ça, il y a aussi le sujet de talent. Si on se dit l'industrie c'est sale, ça pollue et c'est un truc complètement has-been, on va pas avoir beaucoup de candidats. Et donc ce sera compliqué de réindustrialiser. Donc comment est-ce qu'on travaille cet imaginaire? Il y a une boîte qui me paraît la plus inspirante là-dessus, c'est les Enchanted Tools, qui en fait les héritiers d'Aldébaran, donc Nayo et Pepper, les robots humanoïdes, qui a poussé la logique, mais c'est incroyable. Là, je voyais leur post ce matin, ils étaient à South by Southwest à Austin la semaine dernière, ils ont gagné l'award justement sur ce sujet-là. Parce qu'autour de leurs robots, ils ont créé tout un imaginaire de leurs robots avec un dessin animé te racontant les aventures de Mirokai sur la planète et donc qui va ensuite s'incarner dans le robot. Et donc, à côté d'un robot, j'ai passé une matinée chez eux hallucinante à osciller entre pourquoi tu as mis sur une boule et tes variateurs et ton poids de batterie et tout, vraiment très ingénieur, très rationnel. Et en alternance, regarde ce petit token-là, tu le retrouves dans le dessin animé. D'ailleurs, on veut faire un flagship dans Paris pour que les gens vivent l'expérience de cohabiter avec un robot humanoïde. Et vraiment, pour moi, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on développe. Un autre truc qui m'a inspiré beaucoup, on a BPI France soutient beaucoup la Deep Tech évidemment. Juste avant Big, donc notre grand événement, il y a la Deep Tech fait son Big. Et l'introduction, classiquement, c'est Nicolas Dufourcq qui fait l'introduction des lancements des événements BPI. L'introduction, c'était pas Nicolas Dufourcq, c'était un scénariste de BD et de film. À nouveau sur l'imaginaire. On ne peut pas entraîner une transformation sans parler d'imaginaire. Je lisais aussi un post de Philippe Zilbertsan qui disait on a un problème aujourd'hui. Il parlait d'un dessin animé des années 60, alors c'est complètement utopiste et un peu caricatural, mais qui faisait rêver sur un futur positif. Et aujourd'hui, quand on parle de techno, quand on parle d'industrie,
C'est une vision très négative, très la planète est foutue, etc. Et pas du tout, la planète peut être sauvée par l'industrie. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que l'industrie, c'est elle qui apporte les solutions de exactement, mais transition environnementale, l'éolien, le photovoltaïque, la capture carbone, etc., etc. Tout ça, ce sont des productions industrielles en fait. Hein, donc, et le discours ne peut pas passer que par regarde les mégawattheures, les tonnes de CO2 par mégawattheure et tout ça, qui est une partie rationnelle qu'il faut évidemment pas perdre de vue, mais on ne peut pas se limiter à ça parce que l'éolien. Personnellement, ça me choque pas tant que ça, mais mes parents ne supportent pas ça, et donc ils ont leur maison dans l'Aisne, ils râlent parce qu'il y a des éoliennes à 1 kilomètre. Oui, et donc si on travaille pas l'imaginaire, on va avoir des vrais sujets d'acceptabilité. Alors Sylvain, dernière question, puis après on conclura parce que le temps est très vite passé. Sur ce beau, cette notion du beau, est-ce que vous travaillez, vous justement, qui êtes un acteur de l'immobilier industriel, à construire des usines? Est-ce que vous proposez des usines qui sont particulièrement belles, qui se font particulièrement bien dans le territoire? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Et si oui, est-ce que vous faites appel à des cabinets d'architectes particuliers ou vous les avez en interne? Alors, forcément, on travaille sur l'architecture du bâtiment pour avoir une belle intégration dans son environnement. Donc déjà, c'est où on travaille avec des partenaires externes ou en interne aussi, on a la capacité de traiter ce sujet-là. Après, il y a quand même une réalité entre le financier et les attentes. Un industriel, il ne faut pas oublier que son usine, c'est son outil de production, c'est sa rentabilité qui va en suivre derrière. Donc faire quelque chose de beau, qui s'intègre bien dans son environnement, oui. Faire du très très beau qui va finalement coûter une certaine somme, on voit que c'est pas non plus la demande forcément des industriels aujourd'hui, parce que encore une fois derrière il y a un sujet de rentabilité à venir, et rajouter plusieurs millions pour avoir une usine en forme de vague au lieu d'une usine carrée qui peut très bien s'intégrer aussi dans son paysage avec un très beau bardage, de très beaux extérieurs, c'est pas le sujet aujourd'hui que nous on remarque de la part des industriels en France. Ok, c'est intéressant, mais il va falloir travailler davantage là-dessus, je pense, et rendre le beau accessible. Tu veux dire un mot et puis on conclura. Je vous laisse, après, je vous laisse la parole à tous et vas-y, je t'en prie. Non, mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire Sylvain. Je voulais quand même parler de notre expérience parce qu'on a eu une petite opportunité là-dessus. Quand le bureau d'études et l'architecte ont lancé ces algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser nos bâtiments, en fait, ils se sont rendus compte qu'en passant par des formes biomimétiques dans notre cas, ils arrivaient finalement à optimiser. Et donc on a rejoint notre objectif qui était quand même d'avoir un objet désirable, parce que 70 mètres de haut, ça peut pas être une verrue dans le paysage, et cet optimum économique. Et ça, on souhaite vraiment le retourner. Alors, au-delà du beau, il y a l'imaginaire, et du coup, il y a l'attente des riverains, des populations locales vis-à-vis de notre usine. Et on souhaite vraiment pouvoir les faire venir, qu'elles s'approprient ce lieu-là, ces métiers, pour justement développer cette acceptabilité dans le temps aussi. Florence, tu voulais réagir sur le sujet? Et après, chacun dira un mot de conclusion. Alors, c'était pas spécialement sur ce sujet, même si nous, on a fait une jolie déco intérieure sur le thème des super-héros. Je vous invite à venir voir ça en juin. Non, ce que je voulais ajouter, juste, c'est pour rebondir aussi sur la table ronde précédente sur comment financer sa start-up industrielle. Aujourd'hui, c'est difficile. Les fonds publics font un travail extraordinaire à ce niveau-là, mais le privé, c'est un petit peu compliqué. Sachez qu'aujourd'hui, il y a quand même 50% de défiscalisation sur tous ceux qui veulent investir en participatif dans les startups industrielles JEIR, Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture, dont beaucoup de startups industrielles innovantes font partie. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure et on a ouvert le crowdfunding participatif de l'Imatech qui se fera entre mi-avril et mi-juin. Donc n'hésitez plus, les impôts, voilà. C'est dans les startups. Alors les startups industrielles innovent aussi sur la façon de se financer et c'est très bien. Un mot de conclusion, chacun, très, très court. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune ou moins jeune d'ailleurs qui veut entreprendre dans l'industrie, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà. D'avoir la foi? Oui. Non, d'avoir le bon réseau et de s'appuyer aux bonnes personnes. BPI peut vraiment aider à ce niveau-là. D'entrer chez Start Industrie aussi, ça peut aider à ouvrir des portes. Et d'être résilient. François-Xavier? Avoir la foi, mais pas tout seul.
En effet, clairement, l'accompagnement, BPI français, là, utilisez-nous tout ce que vous pouvez. C'est notre boulot, c'est ça qui nous fait rêver. Donc allez-y. Et en effet, on fait une partie, on fait pas tout. On parlait immobilier, c'est pas notre boulot. Enfin, mais il y a de plus en plus de gens qui ont envie de bosser là-dessus. Donc allez-y. Vraiment, c'est une aventure dynamique, pas facile, mais qui vaut vraiment la peine. Oui, la résilience, c'est important parce qu'on a parlé du temps long depuis le début et il faut accepter ce temps long. C'est pas forcément, on va dire, l'envie des jeunes générations, enfin de toutes. Donc, je pense que c'est une manière de s'exercer dans ces durées un peu plus longues, mais c'est juste formidable. Enfin, on peut toucher quand même à tout. Et c'est ça qui est absolument génial dans les startups industrielles. Beaucoup plus que dans des grands groupes. On va toucher en effet à la partie bâtimentaire, à la partie process, au développement lui-même du produit. On a une vision sur le marketing. On est vraiment au cœur du réacteur et ça donne une culture générale industrielle extrêmement forte. Merci beaucoup. Sylvain, c'est toi qui auras le mot de la fin. Beaucoup de pression. Non, je suis assez d'accord, un bon accompagnement. Voilà, savoir se faire accompagner par des acteurs compétents, chacun dans leur domaine. Et puis foncer, quoi, faut y aller. C'est le seul moyen de faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bon salon.